Les châteaux et les villes médiévaux nous paraissent aujourd'hui romantiques, mais en réalité, ils étaient alors très sales et malodorants. Les rues étaient souvent littéralement noyées dans toutes sortes de saletés. L'espace public était encombré de tout ce qui était possible, des restes de nourriture et des excréments d'animaux aux déchets domestiques et artisanaux, jusqu'aux excréments humains. Surtout pendant les mois d'été, la puanteur en ville était insupportable et les habitants plus riches fuyaient volontiers vers leurs demeures rurales pour échapper à l'atmosphère viciée des remparts urbains. L'hygiène au Moyen Âge laissait sérieusement à désirer par rapport à l'Antiquité. Les établissements européens étaient tombés dans un déclin sanitaire dont ils commencèrent à se relever lentement à l'aube de l'époque moderne. Imaginez qu'une personne moyenne au Moyen Âge produisait chaque jour environ un demi-kilogramme d'excréments solides et en a 3 litres d'urine. Dans une ville de 3000 habitants, cela représentait plus de 500 tonnes d'excréments et des dizaines de milliers de litres d'urine par an. Malheureusement, la majeure partie finissait littéralement sous les pieds des habitants, dans les rues, les fossés et les cours d'eau. Il était courant que les déchets s'accumulent directement dans les zones bâties de la ville, qu'ils suintent dans les puits et contaminent l'eau potable. Il en résultait des épidémies fréquentes de maladies intestinales, comme la dysenterie ou le typhus, même si les gens ignoraient alors leur véritable cause. On croyait que les maladies se répandaient par l'odeur, ce qu'on appelait le mauvais air. Cependant, les solutions efficaces ayant été rares, et il est sans exagération de dire que les villes médiévales faisaient face à la menace de se noyer dans leurs propres déchets. Cela peut sembler extrême, mais l'histoire connaît aussi des exemples véritablement tragicomiques. En 1184, à Erfurt en Allemagne, survint un événement malheureux. Lors d'une réunion de nobles, le plafond en bois pourri céda sous la foule tassée, et tous tombèrent dans une fosse à déchets ouverte sous le plancher. Des dizaines d'hommes distingués sont alors morts, noyés dans une latrine. Un événement qui entra dans l'histoire comme la catastrophe des toilettes d'Erfurt. Tel était le monde sans égout moderne. Pour que de tels désastres ne surviennent pas plus souvent, il fallait que quelqu'un évacue cette masse nauséabonde. Oui, aucun chasse d'eau magique n'emportait les déchets. Le travail le plus dur et le plus répugnant était fait par des hommes de chair et d'os. Dans chaque grande ville, dans les châteaux comme dans les monastères, il existait d'invisibles héros, ou plutôt des infortunés, qui vidaient régulièrement les fosses et nettoyaient les toilettes. Dans cette vidéo, vous apprendrez qui étaient les toiletteurs médiévaux et en quoi consistait précisément leur métier, quelles conditions répugnantes et quels dangers ils devaient affronter chaque jour, comment ils étaient rémunérés pour ce travail, comment la société de l'époque les percevait, et quel rôle jouaient les lois ou la foi, et aussi comment les conditions d'hygiène ont évolué au fil des siècles, et ce que nous en retirons aujourd'hui. Avant d'aborder le destin des toiletteurs eux-mêmes, il faut comprendre l'environnement dans lequel ils œuvraient. L'infrastructure sanitaire médiévale était balbutiante. Après la chute de l'Empire romain, de nombreux systèmes d'égouts perfectionnés se sont dégradés ou ont disparu. Les villes européennes se développaient au Moyen Âge de manière spontanée, et la propreté de l'espace public restait longtemps négligée. Dans la plupart des villes, il manquait un système d'égouts continu. Il n'y avait le long des rues que quelques caniveaux à ciel ouvert recueillant les eaux pluviales, dans lesquels on vidait aussi couramment les déchets. Chaque foyer devait donc se débrouiller individuellement. Le plus souvent, tous les déchets finissaient simplement devant la maison. Il existait un dicton. Le pavé de la ville est fait de détritus. Et ce n'était pas loin de la réalité. La surface des rues était composée d'une couche de saleté tassée, laquelle était périodiquement recouverte d'une nouvelle couche de déchets, de sorte que le terrain s'élevait peu à peu. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle, avec l'apparition des maisons en pierre et du pavage, que les rues cessèrent de s'élever, et que les conseils municipaux commencèrent à traiter plus sérieusement l'évacuation organisée des déchets. Peu à peu, apparurent les premiers décrets sommant les citoyens de tenir les rues propres et de transporter les déchets hors des remparts.
À Prague, par exemple, il était interdit de jeter les pots sales, le contenu des pots de nuit, par les fenêtres dès l'an 1407. Mais de telles interdictions restaient souvent lettres mortes. Leur application était faible et beaucoup de gens étaient simplement habitués à un environnement malsain. Malgré tout, on voyait apparaître peu à peu des fosses à déchets et des latrines spéciales directement sur les terrains des maisons. À partir du XIIIe et XIVe siècle, les bourgeois les plus aisés faisaient de creuser des fosses dans leurs cours, des puits circulaires ou rectangulaires renforcés par des poutres en bois ou des tonneaux. Celles-ci servaient de latrines privées, où l'on pouvait aller plus discrètement aux toilettes qu'en pleine rue. Certaines fosses étaient très profondes. Dans un sol meuble, on creusait parfois à 8 ou 10 mètres. Ailleurs, la roche devait être taillée laborieusement. Les latrines étaient généralement construites au fond de la cour ou du jardin, le plus loin possible des espaces de vie et des voisins. Au-dessus des fosses se dressait une cabane ou un abri en bois pour un peu d'intimité et de confort. Dans les châteaux, on créa le provet, une latrine en pierre intégrée dans le mur, donnant sur le fossé du château. Dans les villes fluviales, il était tentant de construire les toilettes directement au-dessus de l'eau. De nombreuses toilettes urbaines donnaient directement sur une rivière ou un ruisseau, lorsque la situation le permettait. Nous allons bientôt découvrir qui étaient les toiletteurs médiévaux et à quoi ressemblait leur travail, mais il est déjà clair que sans eux, les villes se seraient vite noyées sous les déchets. Même la meilleure fosse n'était pas sans fond. Toute latrine finissait par se remplir, et alors apparaissait un gros problème. Que faire de son contenu ? Les paysans pouvaient soit le transporter sur leurs champs et l'utiliser comme engrais. Les citadins, cependant, n'avaient souvent d'autre choix que d'emmener ou d'évacuer les déchets quelque part, ou d'engager quelqu'un pour s'en charger. Et c'est là qu'entre en jeu la profession oubliée des toiletteurs, spécialistes de la saleté médiévale. Le sot toiletteux, médiéval, était la personne responsable du nettoyage des latrines, fosses et puis des anses. Ce n'était pas une fonction officielle ou honorifique, plutôt un métier extrêmement impopulaire, souvent dévolu aux plus pauvres ou à ceux situés tout en bas de l'échelle sociale. Dans certaines villes, le nettoyage des excréments était même imposé comme châtiment aux coupables. Les pauvres pouvaient ainsi gagner quelques pièces pour un travail dont personne ne voulait. Il existait toutefois aussi des cas où cette activité était assurée par le bourreau municipal et ses assistants. Oui, paradoxalement, le même bourreau qui le jour décapitait les criminels s'occupait la nuit de veiller à ce que les rues ne soient pas submergées par les déchets. La lit de famille du bourreau assurait dans de nombreuses villes l'hygiène municipale. Ils enlevaient les carcasses d'animaux, éliminaient les chiens errants, évacuaient aussi les fosses pleines et nettoyaient les toilettes. Les bourreaux appartenaient aux parias de la société. Aussi attendait-on d'eux qu'ils accomplissent aussi ces tâches impures, que les autres répugnaient à accomplir. Dans les plus grandes villes, il se constitua cependant petit à petit un groupe spécialisé de travailleurs dont la profession était de vider les latrines. En Angleterre, ils étaient connus sous le nom de gang farmers, que l'on peut traduire librement par fermiers des latrines. Le mot gong était l'argot d'époque pour le contenu du pot. Ces fermiers du fumier étaient engagés pour nettoyer à intervalles réguliers, généralement une fois tous les quelques mois à quelques années, toutes les toilettes privées et publiques de la ville. Ils travaillaient exclusivement la nuit, c'est pourquoi on les appelait aussi nightmen, c'est-à-dire hommes de la nuit. Après la tombée de la nuit, généralement vers 9 heures du soir, ils partaient avec brouettes et cuves dans les rues. Il leur était même interdit ou permis de fréquenter certains lieux. En raison de la puanteur, on les reléguait aux marges de la ville. On trouve dans les archives le nom, par exemple, de Franck de la rue de la Chèvre à Brno, qui, au XIVe siècle, était un transporteur officiel de matières fécales, quadfuré en latin, et organisait probablement le nettoyage des fosses pour toute la ville. Ailleurs, il existait également des individus ou de petits groupes spécialisés dans l'élimination des déchets humains. Et les monastères et châteaux,
les communautés monastiques s'efforçaient de maintenir un certain niveau de propreté. Certains monastères cisterciens disposaient d'un système de latrines ingénieux, directement au-dessus de l'eau courante qui emportait les déchets. Mais cela ne signifiait pas non plus que les latrines n'avaient pas besoin d'entretien. Soit s'en occupèrent les frères les plus humbles du monastère, soit on engageait des gens de l'extérieur. Dans les châteaux à petite garnison, il suffisait peut-être de pousser de temps en temps les déchets du fossé à la pelle, mais dans les grands châteaux et palais avec des dizaines d'habitants, il s'y formait également des montagnes d'excréments. Dans ces cas, le souverain ou l'intendant du château pouvait faire appel à des spécialistes de la ville la plus proche. Encore une fois, les toiletteurs qui n'avaient pas peur de s'enfoncer dans la tour du château et de vider la chambre basse du brevet, pleine de saletés accumulées depuis des années. Peu importait qu'il s'agît d'un palais royal, d'un cloître monastique ou d'une maison bourgeoise. Partout où des gens vivaient ensemble, il fallait éliminer les déchets humains, et dont il fallait des infortunés prêts à le faire contre salaire ou sous la contrainte. Comment se déroulait concrètement le nettoyage d'une latrine ? Préparez-vous à avoir l'estomac bien accroché. C'était un travail pour les endurcis. Les toiletteurs partaient à la nuit, munis de seaux en bois, de pelles et de longues perches. Après avoir ouvert la fosse, l'un d'eux avait pour tâche désagréable de descendre dans ce puits rempli de matière nauséabonde. Il devait souvent entrer dans les excréments jusqu'à la taille, les ramasser à la pelle et remplir les seaux. En haut, ses collègues remontaient les lourds récipients à la corde et les transportèrent dehors. Le contenu était ensuite chargé sur une charrette et emporté hors de la ville, où il était soit enterré dans une grande fosse centrale, soit vendu aux fermiers pour fertiliser leurs champs. Chaque mouvement dans la fosse était difficile. Les pieds s'enfonçaient dans la boue molle, le fond pouvait glisser. L'espace de la latrine était exigu et sombre, la ventilation minimale. Le toiletteux disposait seulement d'une lumière vacillante, de lanterne ou de chandelle. Travailler dans l'obscurité confinée, entouré de vapeurs d'ammoniac et de méthane, représentait bien plus qu'une épreuve contre la puanteur. C'était vraiment une profession mettant en danger la santé et la vie. Le plus grand danger était sans doute constitué par les gaz toxiques et le manque d'oxygène au fond de la fosse. Le méthane accumulé, l'hydrogène sulfuré et autres vapeurs pouvaient vous étourdir jusqu'à l'évanouissement. Il suffisait d'une inspiration imprudente, et le toiletteux pouvait s'étouffer sans même s'en rendre compte. Ou bien, pris de faiblesse, il pouvait chuter face la première dans les déchets et s'y noyer. Mais il n'y avait pas que les gaz. L'instabilité physique des fosses présentait également un piège mortel. Les poutres et planches en bois qui formaient le plafond ou l'assise de la latrine pouvaient pourrir avec le temps. Elles devenaient une coquille fragile au-dessus d'une fosse profonde. Il arrivait que la latrine s'effondre avec son malheureux occupant, et pour les toiletteurs qui grimpaient sur ces structures pourries, le risque était double. Un récit particulièrement tragique est conservé à propos d'un homme surnommé Richard the Raker en Angleterre en 1326. C'était l'un des nettoyeurs de latrines professionnels, mais ce jour fatal, il n'était pas au travail. Il voulait simplement aller chez lui à ses propres latrines. Mais les planches de ses toilettes étaient pourries et s'effondrèrent sous son poids. Le malheureux tomba directement dans la fosse sous lui et se noya dans ses propres excréments. Imaginez l'ironie. Toute sa vie, il avait nettoyé les latrines des autres, pour finir par mourir dans la sienne. Il a dû y avoir bien d'autres accidents du genre, mais on n'en parlait pas. Les chroniques médiévales ne relevaient que les cas extrêmes. En ce qui concerne les maladies, cela ne vous surprendra pas d'apprendre que la longévité des toiletteurs n'était pas très élevée. Le contact constant avec les déchets humains les exposait à toutes sortes d'infections et de parasites. Même une petite blessure pouvait s'infecter gravement dans une telle atmosphère polluée. La mauvaise qualité de vie et la malnutrition des pauvres ne faisaient qu'aggraver les choses. Les toiletteurs souffraient souvent d'éruptions cutanées, de troubles respiratoires et digestifs. Après tout, ils travaillaient dans un environnement où les bactéries ne manquaient pas. L'odeur était un chapitre à part entière. Imaginez-vous pataugeant nuit après nuit dans le fumier. Cette odeur, personne ne pouvait vous l'ôter entièrement. Même après s'être lavé,
Quand cela était possible, la puanteur persistait dans les vêtements et la peau. Il n'est pas étonnant que les gens évitèrent les toiletteurs à 100 lieues. Les rencontrer dans la rue ou dans une auberge donnait la nausée aux plus sensibles. L'isolement social faisait donc partie des avantages de cette profession. Personne ne voulait leur parler ou les fréquenter, à moins que ce ne fût absolument nécessaire. Pour un travail aussi désagréable et dangereux, on pourrait s'attendre à des gains généreux, non ? Étonnamment, il arrivait que les toiletteurs soient effectivement payés très généreusement. C'était le seul moyen d'inciter quiconque à faire ce travail. Les gong farmers anglais mentionnés auraient gagné en une seule nuit ce qu'un artisan ordinaire gagnait en une semaine. Les archives du XVe siècle citent un tarif de 2 shillings par tonne de déchets évacués, un gain très attrayant pour l'époque. Parfois, à la place de l'argent, on était payé en nature, et il existe des histoires selon lesquelles la reine Elizabeth Eyre aurait offert un tonnelet de brandy à son homme de la nuit, comme récompense pour ses services. Ailleurs, la rémunération était bien moins glorieuse. Chez nous, où ce travail était assuré le plus souvent par des prisonniers ou des pauvres, il s'agissait surtout de quelques piécettes ou d'une remise de peine. Le bourreau municipal avait certes un salaire relativement correct et quelques privilèges, mais il ne s'enrichissait pas de ses revenus. Il devait pourtant nourrir toute sa famille et ses assistants. Le statut social des toiletteurs était tout en bas de la hiérarchie. On les considérait comme impurs, pécheurs, presque intouchables. Pourtant, c'est paradoxalement grâce à eux que les villes restaient habitables. Mais ils ne recevaient pas de gratitude, plutôt du mépris. Il n'était pas rare que des décrets municipaux imposent aux toiletteurs, bourreaux et aux autres métiers impurs de porter un vêtement particulier ou de ne résider que dans certains quartiers. Comme nous l'avons déjà mentionné, on leur attribuait souvent un logement à la périphérie de la ville ou directement hors les murs afin de ne pas souiller les autres par leur odeur ou leur présence. Les archives de certaines villes sont claires. Le bourreau et sa famille ne pouvaient aller que dans une auberge déterminée et s'asseoir à une table qui leur était réservée. À l'église, ils avaient leur banc à l'écart des autres fidèles. On peut supposer qu'un isolement semblable s'appliquait aussi aux nettoyeurs de latrines professionnels, s'ils ne faisaient pas eux-mêmes partie de la maisonnée du bourreau. Les préjugés religieux voyaient dans toute souillure une impureté spirituelle. Un métier qui sentait mauvais était facilement associé à la déchéance morale. Même si le toiletteux pouvait être une personne honnête et pieuse, la société l'assimilait aux marginaux. Et qu'en est-il du droit et des règlements concernant cette profession ? Les lois du Moyen-Âge étaient plus soucieuses de protéger les habitants contre les odeurs et la saleté que de protéger les travailleurs eux-mêmes. Beaucoup de villes imposaient que l'exportation du fumier, c'est-à-dire le nettoyage des latrines, ne se fasse qu'à certaines heures, typiquement de nuit, et que les déchets soient évacués suffisamment loin. À Londres, par exemple, il était ordonné de sortir les déchets de nuit seulement, et de les déverser au-delà des portes de la ville, sous peine d'amende. Dans la plupart des villes, il existait des décharges officielles, ou des fosses où l'on transportait les matières fécales. Parfois, ces fosses, situées en périphérie, étaient simplement couvertes de terre lorsqu'elles étaient pleines. On peut dire que les toiletteurs travaillaient sur la base d'un contrat ou d'une autorisation du conseil municipal. Ils devaient respecter certaines règles pour éviter une catastrophe sanitaire encore pire. Par exemple, ne pas déverser le contenu des fosses dans la rivière au mauvais moment. Bien sûr, de nombreuses choses se faisaient officieusement et spontanément. Mais à la fin du Moyen-Âge, il y avait déjà une volonté de réguler ce domaine. Le Moyen-Âge dura 1000 ans, et la situation s'est graduellement améliorée, même si très lentement. Au haut Moyen-Âge, du 6e au 10e siècle, les établissements étaient plus petits et dispersés, de sorte que le problème des déchets n'était pas si aigu. Les gens des campagnes faisaient simplement leurs besoins à l'écart, et la nature s'en chargeait. Dans de grands établissements du haut Moyen-Âge, par exemple, dans les premiers castellums ou petites villes, les déchets étaient gérés de façon primitive.
On les jetait hors des murs ou dans la rivière. Les latrines étaient rares. Au Moyen Âge central, 11e au XIIIe siècle, avec la croissance urbaine, le problème s'aiguisa. C'est à cette époque que les premières fosses à déchets et latrines apparaissent dans les châteaux. Des villes comme Paris, Londres, Prague ou Rome comptaient au XIIIe et XIVe siècle des dizaines de milliers d'habitants, et leurs ruelles étaient souvent étroites et fermées, un terrain propice à l'accumulation de saleté. Le bas Moyen Âge et le début de l'époque moderne, XIVe au XVIe siècle, ont apporté certaines améliorations. La prise de conscience du lien entre la saleté et les maladies augmentait. Après chaque grande peste ou épidémie de dysenterie, il y eut des tentatives de réforme de l'hygiène urbaine. Les villes créaient des postes de balayeurs publics et de zéquarisseurs qui ramassaient les déchets. Dans certaines régions, le métier de nettoyeur de latrines était devenu si courant qu'il se transmettait de génération en génération dans certaines familles, comme pour les bourreaux par exemple. Mais les différences régionales demeuraient. En Angleterre et en Europe occidentale, un système de hommes de nuit, balayeurs, s'est peu à peu instauré, qui nettoyait aussi, outre les latrines, d'autres déchets urbains. En Europe centrale, l'association avec le métier de bourreau perdurait encore au XVIIIe siècle. Par exemple, à Prague, le bourreau avait l'obligation d'évacuer les latrines municipales. L'Europe du Sud, à certains endroits, s'inspirait des Romains de l'Antiquité. Par exemple, certaines villes italiennes avaient des toilettes publiques et de simples canaux, mais leur efficacité restait limitée et inadéquate pour une population plus nombreuse. Dans les zones rurales de toute l'Europe, des méthodes primitives furent de conserver longtemps dans l'ère moderne. Les gens allaient au fumier, dans les granges ou simplement derrière un buisson, et la latrine restait un luxe citadin. La profession de toiletteux a ainsi survécu au Moyen Âge et s'est perpétuée au siècle suivant. À l'ère moderne, ces balayeurs fécaux faisaient partie du quotidien urbain, jusqu'à l'introduction des égouts modernes au XIXe siècle. Ce n'est qu'avec l'avènement d'égouts vraiment efficaces au XIXe siècle que cette profession disparut. Vous vous dites peut-être « Merci au progrès ». L'histoire des toiletteurs médiévaux est certes pleine de détails répugnants, mais elle porte aussi un message important. Elle montre combien le travail discret autour des déchets et de l'hygiène est fondamental pour la vie en ville. Aujourd'hui, nous ne réfléchissons même pas en tirant la chasse. Il suffit d'appuyer sur un bouton et le déchet disparaît dans les entrailles de la terre. C'est une formidable conquête de la civilisation qui nous protège à la fois des odeurs et des maladies. Le Moyen Âge nous rappelle que nous devons cette évidence à des siècles d'évolution progressive et à des milliers de personnes qui, dans le passé, ont fait le sale boulot pour que d'autres puissent vivre dans un certain confort. Même aujourd'hui, il existe des métiers héritiers des toiletteurs, par exemple les égoutiers, les agents de stations d'épuration ou les éboueurs. Ils disposent de techniques modernes, d'équipements de protection et de connaissances, de sorte que leur travail est bien plus sûr et plus supportable qu'au Moyen Âge. Pourtant, il ne faut pas les sous-estimer. Quand on entend parler de techniciens qui, dans les égouts, ont inhalé des gaz dangereux, de courageux, plongeurs d'égouts, nettoyant les conduits, ou même des millions de personnes dans les pays en développement qui n'ont toujours pas accès aux toilettes et doivent enlever les excréments à la main, on se rend compte que la lutte contre les déchets n'est pas un problème du passé lointain. En conclusion, il vaut la peine de méditer. Chaque fois que nous tirons la chasse avec soulagement, nous pouvons nous rappeler combien il était pénible et répugnant de se débarrasser de ces mêmes déchets, il y a des siècles. Le toiletteux médiéval menait une vie faite de saleté, de danger et de mépris social. Nous pouvons vivre dans la propreté et le confort grâce au fait que l'humanité a fini par comprendre l'importance de l'hygiène et développer des technologies modernes. Alors la prochaine fois que vous pensez que votre travail ne sert à rien ou que vous vivez à une époque épouvantable, souvenez-vous de ces héros oubliés du Moyen Âge. Sans eux, les villes se seraient effondrées dans le chaos des excréments et des maladies.
Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, à la partager avec vos proches, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres aventures dans l'histoire du quotidien.